apprendre. 9 x 9 égale 81. Le plus long mot du dictionnaire, c'est anticonstitutionnellement. Quelles sont les conjonctions de coordination? Mais où est donc carnivore? Est-ce que c'est possible de faire fonctionner un réveil matin avec une patate? Oui! Qu'est-ce qu'on fait pendant une journée pédagogique? On joue au parachute dans le gymnase de l'école. Quand on est enfant, apprendre, ça veut surtout dire aller à l'école. Et quand on est enfant, des fois, on est tanné d'aller à l'école et on espère juste une grosse tempête de neige. Mais en vieillissant, on s'aperçoit bien vite que l'apprentissage n'arrête jamais et que la vie a beaucoup de très belles choses pas mal importantes à nous enseigner. Alors qu'on apprenne à ses dépens ou qu'on apprenne son texte par cœur, chaque expérience, chaque interaction, chaque nouvelle journée nous donne la possibilité de nous transformer et de peut-être transformer le monde autour de nous. Aujourd'hui, je vous invite à apprendre à connaître quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai commencé ma maîtrise tout de suite après mon baccalauréat, donc en 2017, mais j'ai fini en 2021. Fait que c'est quand même 5 ans plus tard. Et c'est parce que j'ai vécu tellement de choses à travers cette maîtrise-là. J'ai eu 2 enfants, pandémie, donc on était bloqués et j'ai changé plusieurs fois de direction de recherche. 1 an et demi plus tard, j'étais à terminer. Il me restait comme vraiment très peu de travail et j'ai tout pris et j'ai jeté à la poubelle parce que ça faisait plus sens pour moi. Donc, je me suis rajouté 3 ans et j'ai reparti de zéro. Il y avait des enseignants qui me disaient « T'es certaine, Lily? Tu pourrais comme terminer puis ensuite aller au doctorat puis là pousser. » Mais j'étais comme « Non, je suis plus capable, ça fait pas assez de sens pour moi. » Fait que, je sais ce que je veux puis je sais où je veux m'en aller puis là, ça me représente plus. Fait que j'ai vraiment mis à la corbeille 1 an et demi et presque un mémoire complété. Je m'appelle Lily Cartier, je suis orthopédagogue et j'ai créé la pédagogie de Lily. Le sujet de ma maîtrise, c'est la relation d'attachement parent-enfant sur la santé émotionnelle des jeunes, des adolescents puis des adultes. Tu sais, fait qu'on va vraiment chercher l'être humain. Là, je pense que je suis une éternelle humaniste. Je suis située sur le boulevard Jacques-Cartier à Montjoly, puis j'ai décidé vraiment de me centrer sur l'orthopédagogie, donc c'est de l'enseignement et de l'orthopédagogie privée. Quand les enfants rentrent dans mon bureau puis qu'ils ont de la difficulté avec une notion, mais moi, avant d'aller travailler la notion, je vais vraiment faire un regard par rapport à comment il se sent par rapport à ses apprentissages, comment la famille se sent aussi par rapport à l'école, comment il se sent. Donc là, on va vraiment sécuriser l'enfant parce que c'est interrelié. Si l'enfant ne se sent pas bien, automatiquement, son cerveau est bloqué pour laisser place à s'ouvrir pour les apprentissages. Les enfants qui ont de l'orthopédagogie, normalement, c'est qu'ils ont des plans d'intervention, puis les plans d'intervention, c'est qu'ils ont une aide technologique. Mais ici, ce que je veux faire, moi, c'est vraiment donner confiance en ces apprentissages aux élèves. Fait qu'on repart de la base sans outils technologiques. L'impact des écrans peut être directement lié aux problèmes d'apprentissage parce que si on se fie aux recommandations, normalement, avant 2 ans, l'enfant n'est pas supposé être en contact avec des écrans. Quand on voit un enfant qui dit « Oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant, il adore ces émissions-là, que ce soit Pat' Patrouille ou, tu sais, c'est des images saccadées, vraiment rapides, avec des dessins animés plein de couleurs. Notre cerveau est ébloui et devient comme en hypnose un peu. Fait qu'on a l'impression que l'enfant est avide, puis il écoute, puis il comprend et tout, mais dans le fond, c'est que son cerveau se transforme un peu en jello, puis il y a beaucoup trop d'informations pour ce que son raisonnement est capable d'avoir, là. Fait qu'à long terme, ça devient suffocant pour le cerveau. Puis, quand on revient à la réalité, dans un monde où on peut pas aller à une vitesse qu'ont les écrans, bien, il y a un très grand clash, là, on va se le dire.
Quand on transpose avec nos fameux papiers crayons d'école, c'est là que ça peut être difficile pour l'enfant de dire « Wow, OK! » Le but, c'est pas de dire « Ah, c'est interdit parce qu'il y a un plaisir, c'est le fun de découvrir. » On veut pas les bannir, mais on veut juste s'assurer de bien comprendre l'impact que ça a sur le cerveau parce que ça peut être vraiment dommageable. Je suis pro-manipulation. Là, les gens me font comme « Qu'est-ce que c'est de la manipulation, tu sais? » C'est vraiment des bacs d'éveil au sens par rapport au monde extérieur. Comme là, on a fait les animaux de la ferme, fait qu'ils ont pu manipuler comme de l'herbe, des pompons pour faire la paille. On transpose ça où ce que l'enfant est comme au cœur de ses apprentissages, puis il touche le vrai maïs. Puis c'est lui qui conduit le tracteur pour aller le porter au silo. L'enfant peut profiter de ses 5 sens. Le sens du toucher est non négligeable chez les enfants. C'est pour ça que quand on rentre dans un magasin et qu'on fait comme « Non, tu regardes avec les yeux », on le dit souvent, hein, parce que l'enfant est porté d'aller toucher, c'est nécessaire pour son apprentissage. C'est sûr que moi, mes enfants, vu qu'on consomme peu de télévision, il y a les fameux passe-partout que je trouve super éducatifs, la vitesse est très lente, le fond sont blancs. Tu sais, fait qu'il y a moyen d'intégrer de la télévision, puis en plus c'est québécois, donc j'avais proposé à mon enfant une émission de passe-partout et sa sœur a choisi l'émission de passe-partout et lui s'est mis à pleurer parce que dans le fond, il avait peur que je dise oui à l'émission plutôt qu'au bac sensoriel. Alors là, je me suis dit, OK, ben, je pense que ma mission est atteinte. Tu sais, quand il préfère manipuler un bac, manipuler des objets, puis tu sais, mon bac d'Halloween, c'est des lentilles oranges, tu sais, mais il a préféré jouer avec des lentilles oranges que d'écouter Passe-Partout. Fait que je me suis dit, OK, ma mission est accomplie. Qu'est-ce que je veux léguer à mon enfant? Qu'est-ce que je veux qu'il se souvienne de moi, tu sais? Un enfant qui se sent bien fait mieux. C'est indissociable. Tout autour de l'enfant peut être mis pour le faire grandir, pour pouvoir pousser lui-même par rapport à ce qu'il veut dans ses apprentissages. Même ceux qui ont le plus de difficultés peuvent avoir un plein potentiel puis s'élever avec ce qui les passionne. L'enfant s'amuse, fait des apprentissages, c'est gagnant-gagnant. Je viens de la Colombie. Quand j'arrivais, c'était magnifique. J'arrivais en novembre. Je dis, c'est la vraie Noël ici, avec les neiges. Mais c'est la première année. J'ai dit, ah, c'est beau, c'est magnifique, j'aime ça. La deuxième année, j'ai dit, oh, yes, c'est cool. Mais j'habitais dans un appartement, on avait le garage, on rentrait les cars. Mais quand j'ai déménagé ici à Donnacana, on n'est pas en garage. Et ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre c'est quoi ça veut dire la neige. Mon nom, c'est Lisbeth et j'habite au Québec depuis 22 ans. Je suis colombienne. Mon français encore, c'est pas vraiment le meilleur, mais je pense que je me fais comprendre, je comprends beaucoup. Mais oui, j'ai appris le français à l'école ici, à l'école secondaire de Donnacana, qui donne la classe pour les adultes, bien sûr, et les immigrants qui arrivent. Et c'est ça que j'ai appris mon français. C'était très difficile, vraiment. C'était très difficile, spécialement les Français, on va dire les Français québécoises. Les amis aidaient beaucoup, parce que si tu as les amis québécois, tu aides beaucoup pour pratiquer. Mon conjoint s'appelle Denis Blanchette. J'ai travaillé à Costco. J'ai vendu le cellulaire dans Costco. Et il est arrivé, il était en vacances. Finalement, il a décidé d'aller à Costco pour développer un film. Dans ce temps, parce que maintenant, on n'est pas fait ça, hein? C'est fini, là. Finalement, il s'est approché, il m'a demandé quelque chose de le cellulaire. C'est l'excuse pour me rencontrer. Et c'est ça, c'est la manière qu'on se rencontre. On commence à parler, il m'a invité à sortir. Et depuis là, on est 22 ans ensemble. On habite à Donnacana, c'est une petite ville dans le comté de Portneuf. C'est fait depuis 2009 que je suis ici.
Je suis éducatrice, j'enseigne l'espagnol à différents groupes. On a un projet avec un groupe des amis, péruviennes, colombiennes, mexicaines. On danse la cumbia, ça vient de la Colombie. On a un costume traditionnel, c'est vraiment beaucoup les couleurs de la Colombie, les jaunes, les rouges et les bleus, qui sont les couleurs de notre drapeau. C'est une danse de séduction, les hommes en train de séduire la femme. Les mouvements, c'est vraiment les mouvements des hanches que la femme fait. On est ouvert pour l'enseigner aussi à les Québécois à le faire. J'espère que les Québécois vont aimer ça. Comme la danse ici typique du Québec, qu'on danse avec les bras comme ça, je pense que c'est la même chose en la Colombie. On voit ça depuis qu'on est petite, voir notre grand-père, notre grand-mère, notre père et mère faire ça. Fait comme ça, on a appris depuis qu'on était petite de danser à la cumbia, merengue, salsa, n'importe quoi. C'est ça qu'on danse dans notre pays. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore. Depuis qu'on est né, c'est ça qu'on fait, apprendre. Apprendre à parler, apprendre à faire les choses, apprendre, c'est incroyable. C'était dur, on va dire que c'est pas facile, c'est dur de le faire, c'est tout un processus d'apprentissage dans la vie, mais on arrivait. Je l'ai dit à ma fille et à mon garçon, jamais c'est impossible dans la vie. C'est seulement ici, l'impossible. Mais si tu réussis à le faire, si tu commences à le faire, tu vas arriver. C'est ça que je pense. J'ai appris à aimer le monde ici. Ah, c'est beau! Puis j'ai arrivé au bingo, j'étais au bingo, j'ai pris le micro, j'ai dit mes amis, je vous aime toutes. Parce que j'ai dit la vie, là, faut vivre la vie comme elle vient. Puis à chaque matin que je me lève, je me dis merci mon Dieu de nous faire vivre encore aujourd'hui. Bien, je crois que grâce à la danse, j'ai appris que tu peux pas toujours avoir ce que tu veux, puis aussi qu'il faut que tu attendes un peu puis que tu fasses des efforts pour avoir ce que tu veux ou sinon réussir quelque chose. J'ai appris à faire des masques africains. Ouais! Ça, c'est une autre façon d'apprendre la culture des autres? Ouais. C'est quoi la dernière chose que vous avez apprise? J'ai appris à faire de la planche à neige. C'est vrai? L'hiver dernier? Puis sinon, l'apprentissage en général, est-ce que ça occupe une place importante dans votre vie? C'est important d'apprendre puis de continuer de faire des lectures puis d'écouter les autres, justement, pour apprendre. Hein? J'ai toujours été collectionneur à la base. Quand j'étais tout petit, c'était les cartes de hockey, les pièces de monnaie. Tout ce qui était un peu ancien, ça m'a toujours intéressé. Au cégep, par exemple, j'ai commencé à acheter des guitares anciennes, mais des années 60. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment ancien. Alors là, j'ai eu une collection à cette époque-là de guitares vintage, plus qu'anciennes, là, des années 60, 70, puis j'aimais beaucoup cette période-là de la musique, les Beatles, puis tout ça. Donc, j'avais l'impression qu'en jouant de ces instruments-là, je touchais un peu une époque que j'avais pas vécue moi-même. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait jouer sur des guitares du 19e siècle, puis du 18e. Et puis, j'en ai acheté une à un moment donné, 1830, en me disant, je vais jouer pour moi-même, puis ça ne sera pas nécessairement un projet artistique quelconque. Alors, je l'ai acheté, je me suis mis à jouer dessus, puis là, ça a vraiment réveillé une passion là, d'enfance aussi par rapport à la collection. Là, ces deux passions-là sont vraiment liées, puis finalement, je me suis ramassé avec une collection de guitares anciennes qui date d'avant 1900. Alors, ma plus ancienne est de 1665. La première guitare que j'ai achetée, il a fallu que j'annonce à mon épouse qu'on allait hypothéquer la maison pour que je l'achète. Donc déjà, pour elle, c'était un acte de confiance et de foi en se disant « Ouais, j'espère que ça va marcher ton affaire ». Je m'appelle David Jacques. J'ai une belle collection de guitares anciennes qui alimente mon projet artistique depuis quelques années.
J'avais mon père comme modèle qui était un chansonnier et qui jouait de la guitare, il jouait des accords puis il chantait. Ça a été un peu ça qui m'a donné le goût. Et puis quand j'avais 6-7 ans, chez nous, tout le monde apprenait un instrument de musique. C'était comme ça. Puis je viens de Saint-Georges-de-Beauce, puis à l'époque, il y avait 2 choix, piano ou guitare. Pendant 8 ans, j'ai suivi des cours sans trop savoir si j'aimais vraiment ça. C'était simplement par routine. Je prenais des cours comme on joue au soccer, puis on joue au baseball, on fait de la guitare. J'ai joué de la trompette jusqu'à l'université même, et même j'ai hésité entre devenir guitariste ou trompettiste. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Je suis vraiment guitare. J'enseigne à l'université, j'enseigne la guitare, évidemment, en privé ou aussi en groupe. Au cégep, j'enseigne aussi en privé. J'ai un baccalauréat en droit, un en administration. J'ai fait un bac en enseignement. Après ça, j'ai tout fait mes niveaux en musique, là, bac, maîtrise, doctorat. Alors, j'étais un collectionneur, pas juste de guitare, mais de diplômes. J'ai vraiment appris mon métier en Beauce à faire toutes sortes de musique. Puis après ça, le bouche à oreille embarque, puis là, tu te fais demander pour aller donner des concerts. Alors, je suis allé en Australie, au Pakistan, au Brésil, en Russie. Alors, j'ai joué finalement dans à peu près 50 pays, aussi avec mon épouse qui est chanteuse. On a fait beaucoup de tournées de jazz, par exemple au Kathmandu Jazz Festival, au Népal, au pied de l'Everest. Des choses incroyables. Ces instruments-là, je m'en sers aussi en concert, puis ça fait partie de mon projet artistique. Je les joue, je les enregistre, puis après ça, bien, ils sont disponibles, puis souvent les gens vont me contacter pour les acheter. J'en ai, je dirais, une quinzaine, peut-être une vingtaine, là, qui sont vraiment plus précieuses. Les guitares fabriquées par les meilleurs luthiers ou les plus connus de toute l'histoire de la guitare. J'ai déjà quelqu'un après un concert qui est venu me voir puis il m'a dit « J'en ai une exactement comme la vôtre, je pense qu'elle date de 1800. » Et là, j'étais un peu surpris. Je me disais, ouais, il doit pas trop savoir de quoi il parle parce que des fois, on pense qu'on a une vieille guitare. Mais finalement, il me la montre, puis c'était vraiment une guitare ancienne qui a été importée au 19e siècle au Canada parce qu'on importait effectivement ces guitares-là d'Europe. La plupart viennent de France, d'Espagne aussi, d'Italie, d'Angleterre. Je les achète de collectionneurs, dans des encans parfois. Dans ma collection, j'ai des instruments qui sont passés entre les mains de grands compositeurs de l'histoire de la guitare. Entre autres, une guitare qui a été fabriquée par René Lacotte pour Napoléon Coste. Napoléon Coste, c'était un compositeur et un guitariste du 19e siècle en France qui était très, très populaire. J'ai aussi une autre guitare qui aurait appartenu à Mauro Giuliani aussi, qui était un autre grand compositeur qui jouait en duo avec Paganini, par exemple. Alors, c'est des grands noms de l'histoire de la musique et des fois, c'est un peu incroyable de penser que ces gens-là ont pu tenir ces instruments-là dans leurs mains. Ce sont des instruments du 18e et du 17e siècle. Donc, évidemment, j'ai pas de guitares qui ont appartenu à George Harrison dans le lot. Souvent, mes objectifs les plus fous, je les dépasse, mais de beaucoup. J'ai autofinancé ma collection. Puis là, ben, en 3-4 ans, c'est pas une guitare que j'ai sur scène, c'est 15. Moi, j'enseigne à des gens qui veulent être musiciens dans la vie. Alors, quand je leur parle à eux, je leur parle de la vraie vie. Puis je la connais, la vraie vie, parce que je suis dedans. Je fonce comme rarement on fonce. Puis c'est ça qui fait que ça fonctionne. Sur le monde de la musique ancienne, je continue à apprendre, ça c'est sûr. Parce que je travaille avec toutes sortes de musiciens. Puis par rapport à la lutherie ou les guitares anciennes, j'ai tout à apprendre, mais à force d'en voir passer, j'en vois passer peut-être 200 à 300 par année, on apprend comment c'était construit, puis pourquoi, puis comment les restaurer, puis comment les entretenir. Alors ça, pour moi, j'en ai pour plusieurs années. Être curieux.